Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Julien Paulat, le maire LR de Voiron. Bonjour. Bonjour. Également vice-président du conseil départemental de l'Isère. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. Une petite bourgade, capitale du pays voironnais, une tranquille commune de 21 000 habitants qui prend soin de se tenir loin de Grenoble. Voiron est résolument attaché à son indépendance, cultivant son identité aux portes de la Chartreuse. Décidé à attirer les entreprises autant que les touristes et convaincu que le bonheur n'est pas forcément dans les mégapoles impersonnelles. Et si finalement Voiron profitait de l'attractivité faiblissante de la métropole grenobloise? C'est en tout cas l'ambition de Julien Paulat, le maire de la ville, qui est aussi vice-président du pays voironnais et donc vice-président du département. On va parler pas mal d'aménagement du territoire. En termes d'attractivité des territoires, quels sont les points forts que vous vendez auprès des entreprises que vous êtes chargé d'accueillir, ces points forts que vous mettez en valeur? D'abord, des choses qui sont bien indépendantes de moi et même de mes prédécesseurs, c'est notre localisation géographique. On est au cœur du losange entre Lyon, Grenoble, Valence, Chambéry. On est entre le Vercors et la Chartreuse. On a un cadre de vie et des richesses naturelles qui sont assez exceptionnelles. Des voies d'accès qui sont privilégiées par l'autoroute, par le réseau départemental, par la voie ferrée. Et puis après, c'est la culture du territoire, la richesse qu'il a depuis longtemps. On est le berceau de la liqueur de Chartreuse, des chocolats Bona, de l'anthésite, des skis Rossignol, de Poma, de Radial, de King Jouet. Enfin, tous les territoires n'ont pas la chance de s'enorgueillir de références comme celle-ci. Donc j'aurais dû ajouter à vos titres également VRP du pays voironnais. C'est ma mission prioritaire, c'est comme ça que je me détermine en premier. Quand on fait cette description, ce descriptif des atouts du voironnais, on imagine tout de suite le parallèle par rapport à l'agglomération grenobloise. Vous parlez d'accessibilité, vous parlez de disponibilité du foncier, et on ne peut pas s'empêcher de dire il profite un petit peu de ce que Grenoble n'a plus. Oui, alors ça, c'est pas forcément vrai, parce qu'en réalité, ce serait une vision de très court terme que de considérer les choses comme ça. Parce que la proximité avec Grenoble, elle établit des liens fonctionnels entre Voiron et Grenoble qui sont incontournables. On a à peu près un tiers de nos actifs qui travaillent tous les jours dans l'agglomération grenobloise et qui, à ce titre-là, souffrent des difficultés d'accès. Et puis, à l'échelle de la carte de France, pour des décideurs parisiens ou européens, Voiron n'existe pas sur la carte indépendamment de Grenoble. Et si Grenoble devait, à long terme, connaître des difficultés qui s'intensifient, nécessairement, ça rejaillirait sur nous. On a plutôt intérêt, nous, à avoir dans ces métropoles qui nous entourent des moteurs puissants qui nous entraînent et dans le sillage desquels on grandit. S'ils connaissent des difficultés et qu'ils s'enfoncent, inévitablement, ça risque de nous entraîner aussi vers le fond dans leur sillage. Donc on ne se réjouit pas des difficultés que peuvent avoir nos voisins et ce n'est pas dans les difficultés de ceux qui nous entourent qu'on peut trouver des raisons pour nous de grandir. Quand vous évoquez quand même l'accessibilité facile du pays voironnais et que vous entendez parallèlement les débats qui reprennent encore sur l'aménagement à Grenoble de la 480, le réaménagement du Rondeau, vous en pensez quoi? Je suis un peu consterné de voir à quel point certains paraissent s'obséder à entretenir les difficultés qui pourtant sont mortifères pour eux. Moi, je suis très engagé dans ces questions-là. Mon engagement au conseil départemental, il était en partie appuyé sur la volonté que j'avais de permettre que ces travaux de mise au gabarit routier conforme aux circulations puissent aboutir sur la 480 et le Rondeau. Je me bats pour que la liaison ferroviaire entre Grenoble et Lyon s'améliore, qu'on puisse doubler la ligne entre Grenoble et Moirans pour avoir des lignes Grenoble-Valence et Grenoble-Lyon qui soient totalement autonomes, qu'on puisse retrouver un cadencement TER qui soit à la hauteur des besoins de nos concitoyens, qu'on puisse avoir une liaison grande vitesse qui s'améliore. Voiron a besoin de ça, autant que Grenoble. Donc on en a vraiment besoin et c'est une partie importante de nos combats. Et on y réfléchit d'ailleurs aussi au-delà de nos frontières, avec les interlocuteurs de la métropole et puis même du Grésivaudan, de la Bièvre, parce qu'on est tous concernés par cette préoccupation. Donc aujourd'hui, voir qu'il y a des recours qui semblent vouloir se multiplier sur l'aménagement de la 480. Écoutez, il faut avoir le courage de poser des mots sur ce qu'on constate. Il y a des partisans à Grenoble de la décroissance, des gens qui s'opposent à tout projet parce qu'ils considèrent que l'avenir passera nécessairement par le renoncement à ce qui a construit notre confort de vie, notre progrès depuis des décennies, et qui, à ce titre-là, peuvent établir une liste
indéfinie de projets auxquels ils s'opposent sans être vraiment capables de dire ce qu'ils soutiennent. Et les mêmes qui s'opposent à la 480 s'opposent au Center Parcs de Roibon, finalement s'opposent au Lyon-Turin, s'opposent à peu près à tout. Et si finalement c'est eux qui avaient raison, se dire finalement cette course en avant à l'investissement et aux grands projets était démesurée? Écoutez, moi je suis persuadé qu'on a des enjeux environnementaux absolument majeurs qui concernent notre survie, celle de nos enfants, et desquels on ne peut pas faire l'économie dans nos réflexions aujourd'hui. Mais je suis persuadé aussi que c'est face à l'adversité que l'homme, depuis la nuit des temps, a toujours trouvé l'énergie d'amener des réponses nouvelles. Et je pense que le principal levier de développement économique sur lequel on pourra miser dans l'avenir, c'est celui qui permettra justement de surmonter ces difficultés. Ce n'est pas en revenant dans le passé ou en s'enferrant dans les méthodes d'hier qu'on y arrivera. Il y a une logique à laquelle on n'échappe pas, c'est que la Terre, elle gagne des habitants par millions chaque année. Il a fallu 200 000 ans d'histoire de l'humanité pour que la Terre atteigne son premier milliardième d'habitants. Et 200 ans ensuite pour qu'on en soit à 7 milliards. Ça veut dire là où il a fallu 200 000 ans pour avoir 1 milliard d'habitants, en 200 ans, une soudaine et forte croissance de la population. 6 milliards supplémentaires. Et le premier péril environnemental qui nous guette, c'est celui-ci, c'est la croissance démographique qui fait qu'on a de plus en plus d'habitants sur une Terre dont les ressources sont finies et que ces habitants ont des besoins qui excèdent la capacité de la Terre à leur fournir. Donc il faut trouver le moyen pour que la technologie nous permette d'améliorer ça. Mais si on peut se refermer sur nous-mêmes, dire qu'on veut plus de voitures, qu'on veut plus de trains, la croissance démographique qui fait qu'on consomme les richesses naturelles de plus en plus, on n'y résoudra pas. Et par conséquent, finalement, on entretiendra nos problèmes et on ira dans le mur de toute façon. Allez, on reparle d'aménagement du territoire dans votre pays voironnais. En matière d'attractivité, il y a bien sûr la délicate question de l'offre médicale qui est essentielle. Et j'aimerais qu'on fasse un peu le point sur un des gros chantiers de ces 20 dernières années à Voiron. C'est le fameux hôpital du secteur des Marteaux. Un hôpital qu'on attend depuis 15 ans et qui a bien du mal à sortir de terre. Ah oui, ça c'est un petit peu le serpent de mer de la vie politique et de la vie publique à Voiron et dans le pays voironnais. Ce chantier d'hôpital dont on a besoin pour des questions liées à la santé d'abord, parce qu'on identifie que Voiron rayonne sur un bassin de santé de peu près 180 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a les 100 000 habitants du pays voironnais qui sont concernés, mais au-delà de ça, il y a toute une partie de la métropole grenobloise qui peut avoir un intérêt finalement à se rendre à Voiron plutôt que d'aller à La Tronche ou Échirolles, qui ne sont pas forcément facilement accessibles à tous les moments. On a une partie du massif de Chartreuse qui descend à Voiron, de la plaine de Bièvre, du sud Grésivaudan. On dit quoi, 180 000 personnes? Ouais, 180 000 personnes, c'est ce que l'Agence régionale de santé identifie comme aire de rayonnement de l'hôpital de Voiron. Donc pour des enjeux de santé publique, d'abord on en a besoin parce que notre hôpital actuel il est vieillissant et il ne pourrait pas durer dans l'avenir s'il n'était pas complètement rénové par l'intermédiaire de ce nouveau projet. Et puis au-delà de ça, vous voyez, on disait tout à l'heure que Voiron, c'est vous qui faisiez ça en introduction, défend son indépendance. Et c'est le bon mot. On défend notre indépendance, on ne prétend pas être un village gaulois qui veut ériger autour de nous des frontières en prétendant qu'on n'ait pas des relations fonctionnelles inévitables avec Grenoble. Et il faut qu'on établisse des coopérations intelligentes entre nos territoires. Mais dans l'histoire de Voiron, Voiron a toujours été autonome de ses commerces, de ses entreprises, de ses services, de ses équipements sportifs et culturels et de ses équipements de santé. Et ce qui se dessinait également derrière la question de l'hôpital, c'était la capacité à Voiron à construire son avenir de manière indépendante comme elle l'a toujours été, ou alors de basculer dans la catégorie des territoires périphériques dortoirs qui étaient finalement dépendants de leurs voisins pour assouvir les besoins de leur population. Alors on reviendra sur le chantier dans un instant, quand même sur le fonctionnement de ce futur hôpital. Il n'est pas aussi indépendant que ça, puisqu'il aura à terme une direction commune avec le CHU de La Tronche. Oui, mais ça, c'est pas une difficulté. De toute façon, on fonctionne déjà aujourd'hui en groupement hospitalier de territoire, les établissements fonctionnent en réseau, et tant mieux, parce que nul ne pourra jamais prétendre qu'on fasse des opérations délicates de neurochirurgie à Voiron. Je crois que ça restera l'apanage du CHU et de la technicité vis-à-vis de laquelle on n'a aucune prétention. Mais en même temps, il faut qu'on puisse, pour tout un tas d'actes du quotidien, de proximité, maintenir aux habitants la possibilité d'être soignés sans avoir à se déplacer loin. Pour les urgences, pour la maternité aussi. Et cette coopération qu'on établit entre nos établissements, elle garantit la proximité quand on en a besoin et la technicité quand c'est nécessaire aussi. Et vous voyez, on a ouvert à la fin de l'année dernière une filière de rééducation cardio-pulmonaire pour que tous les gens qui ont des pépins cardiaques puissent se rééduquer parce qu'il en va du cœur qui est un muscle comme tous les autres muscles. Quand on a un accident, il faut faire de la rééducation. Sinon, on a des pertes de chance dans le rétablissement. Eh bien, sans le support du CHU et des
des praticiens du CHU qui viennent à Voiron, en partie, on n'aurait pas pu ouvrir cette filière-là à Voiron. Donc c'est la preuve que finalement le CHU nous renforce aussi. Alors, on voit des très très belles images, mais c'est des images quand même qui sont pour l'instant que des maquettes. On en est encore loin d'avoir les lits dans les chambres. Hein. Ouverture de ce nouvel hôpital début 2021. Oui, à peu près, fin 2020, début 2021. On en est où? D'abord la route. La route d'accès, elle a posé longtemps un problème. La route d'accès, aujourd'hui, elle est livrée, elle est en fonction. Ça fait maintenant quelques bons mois, hein, grosso modo, depuis la rentrée 2018. Elle est de plus en plus fréquentée. Elle rend des grands services parce que, au-delà même de la desserte de l'hôpital, c'est une voie d'accès nouvelle, supplémentaire, entre le centre-ville et puis la rocade. Et elle fonctionne bien et elle a été bien aménagée. Un petit kilomètre Un peu plus que ça. Qui a coûté cher? Combien? 12 millions? Ah non, là, pas tant que ça. On devait être de l'ordre de 7 millions, tout compris pour la voirie à peu près. Mais elle est fonctionnellement déterminante dans la fluidité des circulations à Voiron. Et puis évidemment, elle desservira l'hôpital pour le rendre également plus accessible pour l'ensemble des habitants de ce grand bassin que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, la principale difficulté de l'hôpital, c'est qu'il était sur les hauteurs, proche du centre-ville à vol d'oiseau, mais relativement enclavé avec des voiries d'accès qui n'étaient pas simples et ne serait-ce que pas desservies par les transports en commun. Ce sera un problème surmonté demain. Alors, c'est moins rayonnant en revanche concernant le chantier qui prend du retard. Oui, on prend un peu de retard parce que c'est à croire qu'on a vraiment le mistigris sur ce projet et on aura connu toutes les difficultés possibles et inimaginables. Et au moment où on croyait avoir enfin gagné la tranquillité en voyant les entreprises travailler, il y a l'entreprise chargée du gros œuvre qui connaît des difficultés et qui est en liquidation. Donc il y a une offre de reprise qui est actuellement examinée par le tribunal de commerce avec néanmoins une offre de reprise extrêmement sérieuse par des anciens cadres de la société, avec des financiers en appui qui proposent de redémarrer l'activité et puis de reprendre le chantier à leur compte. Donc il y a bon espoir. Oui, j'espère vraiment. On aura la réponse le 7 mars, puisque c'est la date de l'audience, que le chantier redémarrera. Je précise qu'il n'a jamais été interrompu. Il a certes été un peu ralenti par ces difficultés-là depuis maintenant quelques mois. On doit avoir 4 mois de retard aujourd'hui. Bon, on espère que tout va redémarrer vite. Et comme j'ai l'habitude de le dire néanmoins, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on sait que cet hôpital qui est engagé, il va se terminer. On l'attend depuis 15 ans. Qu'on l'attende 15 ans et 5 mois ou 15 ans et 3 mois, ce sera plus fondamentalement ce qui fera la différence. Vous parlez de mistigris, il faut dire que c'est un projet qui fait quoi, 100 millions d'euros hein? Au global, c'est ça. Ouais. Donc, effectivement, gros projet. Hein. Un très gros projet, donc livraison, on a dit 2021, fin 2020, début 2021. Le tourisme, je le disais en introduction, vous avez l'ambition dans le pays voironnais d'attirer autant les entreprises, on en a parlé, que les touristes. Vous savez, Grenoble a beaucoup de difficultés à accueillir des touristes. Pourquoi Voiron réussirait là où Grenoble ne réussit pas? Bon, on n'a pas la prétention de faire mieux ou plus que Grenoble en matière touristique, mais parce qu'on considère qu'il y a des atouts dans le territoire. J'évoquais tout à l'heure les quelques belles références qui font qu'on a des gens qui viennent de loin pour aller acheter une tablette de chocolat Bona ou pour découvrir les caves de Chartreuse. Dans le pays voironnais, il n'y a pas que Voiron. Il y a aussi le lac de Paladru qui est quand même un espace naturel assez remarquable. On a des communes qui ont du patrimoine à faire découvrir pour les gens qui en sont passionnés. Et puis on a la proximité du massif de Chartreuse qui ravit aussi les passionnés de nature. Donc de tout ça, ce serait difficile de ne pas faire un bel outil de promotion. Il reprend la casquette du VRP, cette fois pour les touristes. Un enjeu quand même, hein, faire en sorte que le déménagement récent de la distillerie des caves de Chartreuse à Entre-deux-Guiers n'affecte pas le site touristique de Voiron. Ça a été essentiel. Oui, mais en fait, c'est même plutôt un atout qu'une difficulté quand on s'y penche vraiment. Puisque si la nouvelle distillerie a été rendue nécessaire, c'est parce que l'État avait identifié que dans la distillation et le stockage d'une quantité d'alcool importante, il y avait des risques industriels. Et qu'il fallait donc par conséquent que ces risques industriels ils soient positionnés à un endroit où ils étaient un peu moins impactants vis-à-vis des activités. Donc à Aigues-Noires, il n'y a pas de problème. À Voiron, on a quand même un lycée en face, la médiathèque, etc. Donc l'évacuation de ces risques industriels, ça ne fait que donner plus de liberté au renforcement de l'offre touristique et puis on gagne de l'espace qu'on va pouvoir orienter vers ça. Parce que ces caves, c'est quoi? C'est 80 000 visiteurs par an hein? C'est ça. Aujourd'hui, c'est à peu près ça. L'ambition, c'est que ce chiffre il puisse croître. Toute la muséographie va être complètement retravaillée, repensée par les caves de Chartreuse. Il y a d'ailleurs eu déjà quelques petites nouveautés au cours des derniers mois qui font que j'invite tout un chacun à se rendre là-bas pour voir à quel point la visite a été enrichie. C'est vraiment passionnant. Et puis, on a une offre de restauration qui va arriver par l'intermédiaire de la reconversion d'une jolie maison bourgeoise, la demeure Mille Pas,
en hôtel-restaurant avec la famille Chavant à l'exploitation, voilà, celle dont on voit les images ici. Et puis on a tout l'espace public qui va de toute façon être complètement remodelé. Oui, parce qu'alors là, cette entrée de Voiron, pardon, en arrivant de Coubleville, elle est quand même pas très sexy. Bah oui, alors elle va être complètement... Enfin, elle change de visage aujourd'hui, puisque déjà le lycée Ferdinand Buisson, la NAT, comme l'appellent affectueusement tous les Voironnais, à l'issue de 10 ans de travaux conduits par la région, a été complètement rénové. On a les murs d'enceinte qui sont tombés, qui ouvrent aujourd'hui la vision sur un lycée qui est à la pointe de la modernité. On est en train de retravailler les abords, donc sur ce boulevard. Ensuite, les caves de Chartreuse, le cheminement qui va être complètement retravaillé pour l'accès à la gare et au centre-ville. Donc ça va être pour le coup une entrée de ville qui fera notre fierté. Parce que le problème de ces 80 000 touristes qui viennent visiter les caves de Chartreuse, c'est que finalement, ils vont très très peu dans le centre-ville de Voiron. Et oui, ce qui me déprime depuis des années, c'est que je vois arriver des quarts de Chinois qui rentrent dans l'enceinte des caves, qui descendent du bus, qui visitent, qui repartent les bras chargés de bouteilles, qui remettent dans le bus et puis ils repartent à Lyon. Alors qu'on a, Dieu sait, plein de choses à leur montrer, plein de choses à leur faire voir, et du pouvoir d'achat capté aussi au bénéfice de nos commerçants et des habitants qui travaillent. Alors on va revoir les images de ce projet Mille Pas, cette maison bourgeoise de la fin du 19e siècle, qui est donc destinée à devenir un restaurant haut de gamme. Oui, de bonne gamme, haut de gamme, sans être un étoilé gastronomique, parce qu'on était tous désireux que l'engagement qu'on portait dans la réhabilitation de cette maison ne nous conduise pas à façonner une tour d'ivoire qui ne serait pas accessible pour les Voironnais qui veulent fêter l'anniversaire de la petite le week-end, par exemple. Il faut que ça reste un objet populaire. Ce qui n'exclut en rien, évidemment, la qualité du service et puis de la prestation dans l'assiette. Donc une centaine de couverts, c'est ça? À peu près, oui. Des chambres également? Oui, 9 chambres, d'une hôtellerie de bons standards. Alors, c'est Chavant qui va exploiter, donc leur réputation n'est plus à faire sur la place grenobloise. C'est la brasserie Chavant à Grenoble, c'est Chavant à Bresson et c'est le Parc Hôtel. Exactement, donc voilà, c'est des belles références, c'est un vrai savoir-faire et une vraie passion de leur part. À faire en sorte de ne pas simplement dupliquer ce qu'ils ont déjà fait ailleurs, mais de façonner quelque chose qui soit profondément voironné dans l'esprit, très lié aux caves évidemment. Donc moi je suis très impatient. On dit déjà que la carte sera très inspirée des produits que vous avez déjà cités. Ah, c'est fort possible. Ils auraient tort de s'en priver. Allez, on découvrira la carte avec de l'anthésite ou de la chartreuse. Un projet cher quand même. Alors certes, la maison appartenait à la municipalité, mais c'est un gros investissement, plus de 2,5 millions. Oui, à peu près, un peu plus, entre 2 millions et 2,5 millions. Mais d'abord, on a été bien aidé par des partenaires. La région nous accompagne sur le projet. Le conseil départemental, au titre du plan de relance, nous aide beaucoup également. Et puis, on a un exploitant qui va payer un loyer à la ville. Et il va payer un loyer qui va venir amortir quasiment à l'euro près les annuités de l'emprunt qu'on va contracter pour faire ces travaux. Ce qui veut dire que pour la ville, la réhabilitation est une opération blanche, alors même qu'au-delà de l'intérêt d'avoir un bel hôtel-restaurant en ville à cet endroit, à côté des caves, c'est aussi une partie du patrimoine historique de Voiron qui tombait un petit peu en désuétude. Cette maison que beaucoup ont connue du temps où elle était bibliothèque, franchement, elle finissait par supporter le poids des années douloureusement. Elle va être complètement modernisée. Pour le patrimoine de Voiron, c'est également une excellente nouvelle en soi. Bon, un très très bel escalier que vous allez conserver évidemment. Je veux dire, c'est ça le casse-tête, c'est qu'il faut conserver l'escalier, il faut conserver la marqueterie, il faut faire en sorte qu'on ne dénature pas la beauté de ce bien. Allez, on découvrira ça sur place à l'automne, on pourra déjeuner, septembre, c'est ça ? Ouverture en septembre. À la rentrée, donc, vous évoquiez le patrimoine. On ne peut pas ne pas citer Notre-Dame-de-Vouise, qui aussi subit un lifting pour ses 150 ans. C'est ça, on a fêté 150 ans cet été. Donc un joli lifting. Et puis elle est éclairée depuis maintenant quelques mois, comme l'est d'ailleurs l'église depuis le mois de décembre. Oui, parce que on est tous des terriens, on fonctionne avec la tête, mais aussi avec notre cœur. On est attaché aux endroits où on vit, où on évolue. Et je crois que, indépendamment des questions religieuses, les Voironnais aiment apporter le regard vers Notre-Dame-de-Vouise, comme si ça pouvait nous rassurer de voir qu'elle était encore là. Là, c'est la balade du dimanche. Oui, bien sûr, c'est cette relation affectueuse qu'on a avec cette statue, avec son histoire, et le fait de l'avoir trouvé un nouvel éclat, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Allez, l'attractivité de la ville, on en parle ensemble, une attractivité qui dépend aussi beaucoup du dynamisme du commerce. La zone commerciale des blanchisseries s'est considérablement développée. Certains disent même trop, au détriment du commerce de centre-ville.
Alors elle s'est renforcée de nouvelles enseignes, il y a eu quelques extensions. Pour autant, il y a encore des projets sur du foncier qui est disponible à proximité, sur lesquels on travaille, sans avoir encore précisément d'ailleurs déterminé ce qu'on veut faire. Effectivement, toute la difficulté de cette équation, c'est de renforcer cette offre, parce que l'enjeu c'est quoi? C'est que si les habitants du territoire du Pays Voironnais n'arrivent pas à trouver dans le Pays Voironnais et à Voiron en particulier de quoi consommer par rapport à leurs besoins, ils iront consommer ailleurs. Et c'est du pouvoir d'achat qu'ils iront dépenser, des emplois qui seront créés dans les territoires voisins, alors même qu'il faut qu'on soit d'abord autonome pour subvenir aux besoins de notre population. Donc pour ça qu'il faut renforcer cette offre, mais en contrepartie, évidemment, l'enjeu, c'est que le centre-ville ne souffre pas de ce développement périphérique. Donc il faut construire. Mais comment on attire des gens de l'extérieur dans le centre-ville? Parce que finalement, c'est ça l'enjeu. Que les Voironnais consomment intramuros, c'est une chose, mais qu'on attire une population de l'extérieur, c'est plus difficile. D'abord, le premier atout des commerces voironnais, c'est les commerçants eux-mêmes. C'est la capacité de conseil, d'accompagnement, leur créativité, la qualité des produits qui fait quand même la réputation de la ville depuis longtemps et qui demeure constante. Il y a des gens qui viennent de Grenoble pour trouver à Voiron des vêtements spécifiques, de qualité, qu'ils n'arrivent pas à trouver aussi facilement ailleurs. Donc il y a ça d'abord. Et puis ensuite, c'est toute la responsabilité qu'ont les élus de faire que le territoire soit accueillant, c'est-à-dire qu'on puisse y accéder facilement, y stationner, qu'on puisse se déplacer dans le centre-ville en sécurité, qu'on ait des rues propres, qu'on ait des espaces verts, des aménités, du mobilier urbain sympathique pour passer un bon moment quand on se promène. Bon, là, actuellement, Voiron, c'est quand même le chantier. Oui, voilà. Ça, c'est pas dire que ce soit facile. C'est la contrepartie de la transformation qu'on veut. On veut que la ville se transforme. Pour que la ville se transforme, il faut qu'il y ait des chantiers. Et les chantiers entraînent leur part de nuisance. Malheureusement, c'est inévitable. Et une ville dans laquelle il n'y a pas de chantier, dans laquelle il n'y a pas de grue, implicitement, c'est une ville qui meurt. De ce point de vue-là, c'est sûr que nous, on ne meurt pas. Bon, les rues sont effectivement actuellement en chantier. Le parvis de l'église est sans dessus-dessous. La campagne s'était beaucoup jouée en 2014, précisément sur le stationnement, sur l'accès. On sait que le parking des Frères Tardy a été inauguré, qu'il a coûté assez cher. Non, pas tant que ça. Financièrement, le parking des Frères Tardy, ça n'a pas été un investissement colossal, puisqu'en réalité, on a fait l'acquisition d'un ténement dont on avait besoin pour le réaliser auprès de la SNCF. Ce foncier qu'on a acheté, on en est propriétaire aujourd'hui, donc c'est un bien dans le patrimoine, c'est pas une dépense perdue. Et après, les aménagements, ils étaient relativement légers, puisqu'il n'y a pas d'ouvrage. Par contre, c'est presque 90 places qui aujourd'hui sont quasiment tout le temps pleines, preuve que ce parking, il était utile. Et on a grosso modo presque 200 places de parking qui ont été créées depuis le début du mandat. Et je parle de places créées sans même intégrer dans ce calcul celles dont on a évité la disparition en les reconstituant ailleurs parce qu'elles étaient déplacées. Ce qui était le cas du fameux parking Bazin, le parking du marché, qui, parce qu'un immeuble était construit dessus, c'est 150 places qui étaient vouées à disparaître. Et en tout cas, il n'y avait pas de solution de rechange qui était prévue. On les a recréées derrière le grand angle. Donc on a augmenté le nombre de places et puis après on a réformé le règlement pour favoriser la rotation en redéfinissant les zonages. Aujourd'hui, je crois que de manière tout à fait objective... Vous dites mission remplie? Alors, pas terminé. Vous savez que c'est encore un des points noirs. Les Voironnais ne sont pas tout à fait convaincus encore sur cette question-là. Disons qu'aujourd'hui, on arrive à trouver une place quand on veut stationner en centre-ville. Je pense qu'il y a de la rotation qui s'organise mieux qu'avant, que le volume de places qui a été recréé permet de satisfaire la demande. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, qu'on doive payer pour stationner, sauf que ça, on peut techniquement pas faire autrement si on veut assurer la rotation. Et c'est pas... un hasard si toutes les villes de France aujourd'hui en sont venues là et on n'arrive pas à trouver de solution pour faire autrement. Moi, ce que j'aimerais dans l'avenir, et c'est là où je considère qu'on n'a pas fini le travail, c'est qu'il faut qu'on arrive à réaliser une sorte de réseau d'ouvrages pour jouer sur les hauteurs, enterrer les parkings ou au contraire faire des silos un peu plus nombreux comme on a celui des Tisserands pour regagner de l'espace public et faire en sorte que quand on traverse le Mail à pied, par exemple, on n'ait pas le sentiment de slalomer entre les voitures sur un parking à ciel ouvert, qu'on puisse regagner de la place pour des déplacements en poussette, pour des terrasses de consommation, pour des espaces végétalisés. C'est ça l'enjeu. Dans l'espace public que vous évoquez, il y a aussi une question essentielle, c'est la sécurité. Vous avez développé les caméras à un rythme important. Aujourd'hui, il y en a quoi, 54 ? Oui, même un peu plus. On en a une petite soixantaine aujourd'hui. Et puis on continue le développement de la vidéoprotection. C'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique de sécurité. Ah vous dites la même chose qu'Éric Piolle.
à Grenoble. Oui, la différence que moi, ce que je dis après, une fois que j'ai dit ça, c'est que je dis faire des caméras aujourd'hui, ça me paraît incontournable. C'est comme si on disait à une secrétaire de mairie, on vous enlève l'ordinateur et on vous met une machine à écrire pour travailler. C'est un outil de travail pour les forces de l'ordre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en aucun cas, le déploiement des caméras doit conduire à ce qu'on affaiblisse les effectifs ou à ce qu'on démunisse le nombre d'agents de police qui sont sur le terrain. D'ailleurs, ils seront renforcés. D'ailleurs, ils sont renforcés. On avait 5 policiers municipaux en 2014. On en a 9 en 2019. Ça veut dire qu'on en a gagné 4, qu'on a presque doublé les effectifs, dans le même temps qu'on a maintenu les ASVP. Donc voilà, plus de caméras pour les aider à travailler au quotidien. De ce point de vue-là, l'efficacité, elle est incontestable. Mais l'insécurité était aussi importante que ça à Voiron qu'il faille déployer de tels moyens. Écoutez, en tout cas, les statistiques tentent à démontrer aujourd'hui que l'insécurité, elle a fondu. Je ne suis pas pour autant satisfait parce que je considère qu'on doit continuer à faire mieux. La bagarre contre l'insécurité, elle n'est jamais gagnée. Il suffit d'avoir un acte inqualifiable dans le centre-ville pour que ce soit un acte de trop. Mais aujourd'hui, on doit se donner les moyens de lutter efficacement contre l'insécurité parce que la première des libertés pour tout un chacun, c'est de pouvoir déambuler librement en ville sans avoir à craindre pour sa sécurité ou celle de ses proches. Est-ce que la principale des armes contre l'insécurité ou le sentiment d'insécurité, c'est pas finalement de l'afficher aussi fermement ? Ça en fait partie, bien sûr. Moi, ce que j'aspire à passer comme message... Un peu comme la dissuasion nucléaire, finalement. Oui, mais alors après, sauf que là, il y a aussi de l'action derrière. Les caméras, elles servent. L'arme nucléaire, elle n'a pas vocation à servir. On espère que ça sera le cas longtemps. Mais on a besoin d'envoyer un message. C'est qu'à ceux d'entre eux, enfin ceux qui seraient tentés de venir porter préjudice à autrui pour le plaisir ou à des fins crapuleuses, ils ont plus de risques de le faire à Voiron que de le faire ailleurs. Bon, puisqu'on évoque cette fin de mandat, dans un an, on sera en pleine campagne pour les municipales. Vous allez lancer, je crois, une révision du plan local d'urbanisme, c'est ça ? En fin de mandat, c'est quand même assez étonnant. Oui, mais en fait, on essaye un peu de sortir des sentiers battus sur ce sujet. Le problème, c'est que... Vous voulez donner l'impression, finalement, que les élections de l'an prochain ne sont qu'une formalité. Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, je l'aborde absolument pas comme ça. J'ai trop de respect pour les Voironnais, pour l'opinion publique, pour considérer qu'il faudra qu'on aille convaincre de toute façon et que les jeux sont jamais faits à l'avance. Ce PLU, vous n'avez pas peur que ça soit un vrai sujet, un argument électoral ? Peut-être, mais tant mieux, puisque le PLU, c'est quoi ? C'est l'outil qui permet de définir quel doit être le visage de la commune à long terme. Donc, de toute façon, ce sera le sujet de la campagne, inévitablement. Donc, que ça le soit par l'intermédiaire du PLU, pourquoi pas ? Sauf qu'aujourd'hui, la procédure de révision du PLU, elle est longue. Ça prend 2 ans et demi pour réviser un PLU. Et il y a nécessairement 2 phases dans la révision du PLU. Une phase d'observation et de diagnostic, à laquelle suit une phase de proposition, qui ont par conséquent un caractère très politique. Eh bien moi, ce que je souhaite, c'est qu'à compter de ce début 2019 et jusqu'à la mi-2020, on fasse toute la partie de diagnostic et d'observation qui bénéficiera à tout le monde, quel que soit celui qui sera amené à présider aux destinées de la ville à compter de 2020, pour que ceux qui seront à la tête de la ville à partir des élections municipales de 2020 aient ensuite la totale liberté de pouvoir finir le travail en n'ayant pas à perdre le temps de refaire le diagnostic qui profitera quoi qu'il arrive. Donc c'est le moyen pour ceux qui seront aux manettes entre 2020 et 2026 de pouvoir très vite façonner un PLU qui corresponde à leur vision de la ville sans avoir à perdre le temps de refaire toute l'étape diagnostique. Donc je crois que, au contraire, c'est très respectueux de l'expression démocratique et surtout ce sera un gage d'efficacité parce que moi, pour le coup, j'aurais quand même souffert pendant tout ce mandat d'avoir à travailler sous l'ombrelle d'un PLU qui ne correspondaient pas à mes orientations. Alors, ceux qui seront aux affaires entre 2020 et 2026, vous espérez bien que ce sera vous et votre équipe. Ce n'est pas une nouveauté, vous nous l'avez déjà dit ici sur ce plateau, vous serez candidat en 2020. Ah bah oui, absolument. Moi, j'en ai jamais fait le mystère. Je suis passionné par ce que je fais. J'ai le sentiment que nous n'avons pas trahi notre parole dans les engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos administrés. Et il y a quand même, et ça c'est une particularité française, un décalage criant entre le temps d'un mandat et le temps effectif, le cycle de réalisation des projets. C'est terriblement frustrant si les choses doivent s'arrêter au bout de 6 ans, parce qu'il y a plein de choses qu'on a engagées au départ, dont on ne voit pas la fin, et j'aimerais effectivement prolonger, j'aspire à ça. Mon seul horizon aujourd'hui, c'est celui-ci. Vraiment, ça me passionne, et j'ai la chance d'être très très bien entouré avec une équipe d'élus et de techniciens qui est remarquable, pourvu que ça dure, par conséquent.
Allez, évoquons un peu le Pays Voironnais. Vous en êtes le vice-président en charge des implantations économiques, de l'animation économique, commerciale et artisanale. Donc une délégation qui compte, on en a déjà parlé. Le Pays Voironnais, c'est une trentaine de communes, à 31 communes. Je crois que le cap des 100 000 habitants a été dépassé. Grenoble est la ville, Voiron est la ville la plus importante, 21 000 habitants. Est-ce que Voiron n'a pas naturellement vocation à présider le Pays Voironnais ? Écoutez, je ne crois pas que ce soit automatique. Il y a des conjonctions, des circonstances, des affaires d'hommes qui se jouent. Moi, aujourd'hui, je crois en tout cas que Voiron pourrait présider le Pays Voironnais dans le respect des communes qui l'entourent. La petite musique que le territoire connaît depuis toujours, c'est l'idée que si la ville-centre devait présider l'intercommunalité, alors ça supposerait que les communes alentours, les petites communes, ne seraient plus entendues, ne seraient plus respectées. Moi, je crois précisément le contraire. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui faisait la force de Voiron, c'était son cadre de vie. Mais notre cadre de vie ne s'arrête pas aux frontières communales. On a besoin des communes qui nous entourent, qui participent à l'attractivité, au dynamisme du territoire. Et à ce titre-là, moi, je suis très soucieux de leur avenir, de leurs préoccupations, de leurs projets. Bon, mais dit comme ça, est-ce que ça ne peut pas être perçu comme une agression, entre guillemets, envers le président actuel, Jean-Paul Bray, dont on sait que vos relations ne sont pas au beau fixe? Non, il n'y a aucune agression, dans la mesure où, de toute façon, Jean-Paul Bray, aujourd'hui, est président en titre. Il est légitime, il a été élu, réélu même, il n'y a pas si longtemps, puisque pour des raisons statutaires, ça a été une nécessité. Il a été seul candidat à sa succession. J'ai voté pour qu'il soit président à ce moment-là, comme une majorité de l'Assemblée. J'ai cru comprendre que Jean-Paul Bray, de toute façon, mettait un terme à son engagement public à la fin de ce mandat. Et je n'ai pas vocation à opérer le moindre changement à la fin du mandat. Bon, les tensions sont quand même vives. Enfin, vous avez vu vous opposer assez fermement sur lui à propos de la taxe Gemapi, gestion des milieux aquatiques et protection des inondations. C'est un peu technique. Enfin, le débat a été tendu. Vous avez parlé d'un climat délétère. On a eu beaucoup de sujets d'opposition et la vie politique est ainsi faite qu'on ne peut pas être toujours d'accord avec tout le monde. Et puis, que quand on a des convictions solidement chevillées au corps, ce qui est mon cas, mais c'est également son cas à lui, nécessairement, des fois, ça frictionne. Et puis, on n'est pas tout à fait de la même génération dans l'approche des sujets, dans la méthode. Il y a des choses qui nous séparent. Bon, pour autant, on aura construit ensemble, je crois, au terme du mandat, un bilan pour le Pays Voironnais qui sera assez remarquable en termes de quantité de projets, de qualité de projets, de respect des équilibres du territoire. Ce bilan, on va le partager entièrement. Ce sera le sien en tant que président, ce sera le mien en tant que premier vice-président. Je serai heureux et fier de le défendre. Et donc, jamais les quelques différends qu'on aura pu avoir entre nous n'auront porté atteinte à la poursuite de l'intérêt général qui nous motive. Bon, il y a quand même un projet qui patine et qu'on surveille de près, c'est le futur musée du lac de Paladru, ce musée des Chevaliers de l'an 1000, qui n'est toujours pas sorti de terre. Oui, mais et sur lequel vous vous êtes opposé. Dont les travaux viennent de démarrer. Alors moi, je suis opposé au coût de ce projet. C'est quoi, 6 millions d'euros? Oui, enfin, on vient de gagner 1 million d'un coup en l'espace de quelques semaines parce que le coût de l'investissement a été majoré. Je suis très inquiet sur les charges de fonctionnement liées à cet équipement qui va coûter 400 000 euros par an de déficit. Moi, je trouve ça excessif. Et pour autant, je ne renie ni l'intérêt du projet, ni sa qualité. Il y a un patrimoine historique qui est assez remarquable autour du lac de Paladru qui mérite d'être mis en valeur. Tout le monde en convient. C'est un territoire archéologique unique en son genre. Le lac de Paladru en lui-même, c'est aussi un endroit d'exception qui mérite d'avoir un équipement culturel qui le fasse rayonner, qui mérite d'offrir aux touristes. Alors ça mérite l'investissement. Mais je suis persuadé que si on s'était donné le temps de voir les choses autrement, on aurait pu faire des économies, notamment en matière de fonctionnement, pour que ce musée nous coûte un peu moins cher. Voilà, c'est ce que j'aurais souhaité. Je n'ai pas été entendu sur ce sujet, dont acte. Et donc les travaux démarrent. J'espère qu'il donnera satisfaction au public. Donc à ceux qui disent il est réticent sur ce projet parce qu'il a peur que ça attire des touristes ailleurs qu'à Voiron, vous dites c'est une vue de l'esprit? Alors ça, je ne l'ai jamais entendu dire. C'est vraiment un truc de journaliste. C'est moi qui suis mauvaise langue. Bon, allez, pour parler d'attractivité du territoire, en revanche, il y a un projet qui va aboutir. C'est le déménagement de la Chambre d'agriculture qui va quitter Grenoble et qui va rejoindre le Pays Voironnais. C'est étonnant, ça? Oui, elle vient s'installer à Moirans, à Centralpes. Je crois que c'est un choix de centralité qui s'appuie sur le fait que la Chambre d'agriculture de l'Isère a la vocation à être au service de l'ensemble des agriculteurs de l'Isère, que l'agriculture de l'Isère
elle est peut-être, sur le plan de la gravité, un peu plus située au centre du département qu'au sud, et que ce sera plus facile pour les agriculteurs au service desquels elle travaille que de les accueillir sur la zone d'activité de Centralpes. Donc je rappelle quand même que les terres agricoles de la plaine de l'Isère, sur Moirans, Vorep, Tulin, sont les plus fertiles de tout le département. Donc voilà, c'est un retour au bercail et c'est très très positif, on en est très heureux. Quelques questions au vice-président du département en charge du plan de relance. Alors on se souvient du début de votre mandat départemental avec 100 millions d'euros de plan de relance qui a généré 400 millions d'euros de travaux sur le département. Mais depuis, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, quand on a pris des décisions il y a 3 ans pour aller financer un certain nombre de projets sur l'ensemble du territoire départemental, pour venir en appui aux communes ou aux intercommunalités qui avaient une ambition qu'elles ne pouvaient pas toujours financer seules, aujourd'hui, la plupart de ces projets sont en train de se concrétiser. C'est facile d'aller prendre des décisions, de les voter. Encore faut-il s'assurer qu'ensuite les projets puissent sortir de terre. On a vu pour l'hôpital que c'était parfois tout sauf une partie de plaisir. Donc on est en train d'observer la phase de concrétisation et de mise en œuvre de ce plan de relance, avec tous les bienfaits qu'il peut occasionner pour les acteurs économiques du département, les acteurs du BTP, qui ont vu quand même leur carnet de commandes se remplir à une époque où c'était quand même le trou d'air. Dont acte, mais maintenant, il n'y a plus de plan de relance ? Si, on réfléchit maintenant à la manière dont on peut prolonger cet effort. En réalité, nul ne sert de vouloir établir des projets qui soient identiques, indépendamment de l'époque, du contexte dans lequel ils s'inscrivent. On avait une urgence en 2015, c'était celle de venir en soutien aux acteurs économiques et de venir en appui aux collectivités qui avaient des projets qu'elles ne savaient pas financer. La vocation du département, ça reste plus que jamais d'être le premier partenaire des communes partout dans le département. On va regarder aujourd'hui sous quelle forme cette position de partenaire privilégié peut être engagée. Donc on aura sans doute un volet 2 du plan de relance qui prendra une forme peut-être un peu différente. Et puis moi j'ai également la charge de piloter la partie départementale du contrat de plan État-région. Et là aussi il y a des gros enjeux, notamment sur la rénovation ferroviaire. Et donc on travaille notamment sur la ligne Grenoble-Vennes-Gap. Le département s'est engagé, ça y est ? Oui, le département a dit... On n'attend plus que l'État ? Oui, on attend l'État et puis la région. Hein, il faut que le soutien soit donné. Bon, vous êtes en campagne, vous êtes comme Jean-Pierre Barbier déjà, c'est les élections départementales de 2021, ça y est ? Écoutez, Jean-Pierre Barbier... Il a lancé son association. Il n'a pas besoin de la politique pour vivre, l'Isère. Parce que c'est un pharmacien, mais il a besoin de la politique parce que c'est sa passion et qu'il est profondément mu par la volonté d'être utile à la chose publique au sens noble du terme. Et à ce titre-là, si on considère qu'on est en campagne, quand on est à proximité du terrain et qu'on est boulimique de projets, il est en campagne permanente depuis qu'il s'est engagé en politique il y a 10 ans. Mais cette association, finalement, pour l'Isère, à quoi ça sert ? Vous avez l'un et l'autre l'étiquette républicain, les Républicains. C'est pour se défaire un peu de cette étiquette ? Non, s'en défaire non, parce que ni lui ni moi n'avons jamais laissé planer d'ambiguïté quant à notre affiliation d'idées avec les Républicains. Simplement, quand on travaille au développement territorial, il est important quand même de ne pas s'enfermer dans une case, dans les limites de son parti. Il y a aujourd'hui des gens qui soutiennent l'action départementale de la majorité conduite par Jean-Pierre Barbier sans avoir la moindre affinité avec les Républicains. C'est parfois des gens qui, pour de multiples raisons, ils seraient d'ailleurs très opposés, mais qui partagent la vision du développement de territoire qui est la nôtre. Et l'idée, c'est de pouvoir rassembler cela en faisant abstraction des oppositions qu'on peut avoir sur des débats qui sont tout à fait distants des enjeux départementaux. Donc il ne faut pas y voir une prise de distance ou une défiance vis-à-vis de la présidence Wauquiez à la tête des Républicains. Et jamais rien dans nos propos ou dans nos actes n'a pu laisser entendre ça. Il y a d'ailleurs, sur le plan des coopérations entre la région et le département à de multiples égards, et ça se concrétise dans les projets, un partenariat qui est très prolifique et qui est très utile. Mais en termes d'idéologie, Laurent Wauquiez, c'est le bon homme au bon endroit ? Écoutez, après, la vie politique est ainsi faite qu'à un moment donné, personne ne peut faire l'unanimité. Il faut que Laurent Wauquiez fasse la synthèse. C'est son enjeu, c'est sa mission aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas simple. En même temps, moi, il y a quelque chose que j'admire chez lui, c'est la capacité à mettre en adéquation les actes avec les paroles. Parce que... Oui, mais la synthèse entre tous les courants et toutes les
Aujourd'hui, famille de pensée. il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'était engagé à faire en sorte qu'en termes de gestion, la différence se voit par rapport à ses prédécesseurs. Il y a eu des économies de fonctionnement qui ont été jamais dans des proportions équivalentes atteintes dans le passé. Il y a des budgets d'investissement qui s'améliorent. La Chambre régionale des comptes a donné un vrai satisfecit à la gestion. Et diriger une région, c'est pas diriger un parti ? C'est pas diriger un parti, mais quand on dirige un parti, c'est parce qu'on entend diriger la France, et il est en train de donner l'exemple à l'échelle de la région des capacités qu'il aurait à gérer le pays, sans doute un peu mieux que parfois quelques-unes des errances qu'on observe. Donc voilà, après, oui, la synthèse, c'est compliqué. On est dans une période qui n'est pas simple par rapport à l'opinion publique, par rapport aux turbulences qu'on traverse, par rapport au discrédit que la vie politique connaît parfois. Allez, vous évoquez la gestion d'un pays. On parle dans le bonus, dans le supplément du Récap Info, du grand débat national. Vous avez choisi de le relayer à Voiron. On en parle dans le bonus. Merci beaucoup, Julien Paulat, d'avoir été notre invité. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec un nouvel invité.